মহলা মানে তানে মারে খাওয়া ঘর বাড়ি পুরা দিবে চালাই গিয়ে মসজিদে ওরানো যে মায়া বুবারের দিন বাজিও লই গিয়ে দে হলো যে বাজিয়ে মসজিদে ওরানো فبدأ يضربني ضربا حتى يعني فقدت شعوري وسقطت على الأرض ثم بدأ هؤلاء الجيوش بضرب الأولاد الآخرين بعضهم في الابتدائية وبعضهم يحفظون في حفظ القرآن يحفظون القرآن الكريم. هذا الضرب والله تسبب لي 15 يوما لم أكن أستطيع أن أنام. This is Bakia. I am an orphan. We are 7 siblings and only one mother in my family. I born in Bangladesh. My father and mother born in Arakan. حقيقة يعني المسلمون الذين مقهورون في داخل أراكان ومضطهدون على أيدي البوذيين يعني قصص مرعبة جدا. অনেক নির্যাতন এবং অত্যাচার শিকার হয়ে My father was a lot of suffering, a lot of problem in the Rohingya, in the Arakan, and they have a big problem. That's why they have nowhere to go anywhere. That's why they come Hijrat in Bangladesh. Lorsqu'on parle de la question des réfugiés et des orphelins au Bangladesh, on est obligé de s'intéresser à la vie et à l'histoire du peuple Rohingya, puisque cette minorité musulmane constitue pour une grande partie les populations réfugiées du Bangladesh. Revenir sur leur histoire nous permettra de mieux comprendre l'origine de cette migration et surtout les difficultés qu'ont eu à affronter cette minorité musulmane pour la seule et unique raison de leur appartenance religieuse. Certains historiens datent l'origine du peuple des Rohingyas au 8e siècle. Les Rohingyas vivaient dans le royaume indépendant nommé Arakan, situé au sud-ouest de la Birmanie. Entre 900 et 1400, les commerçants musulmans ont contribué à l'expansion de l'islam dans cette zone du monde, contribuant à l'élargissement de la communauté musulmane dans l'état d'Arakan. En 1784, c'est la conquête du royaume d'Arakan par un roi birman nommé Bodaopai. À ce moment-là, plusieurs milliers de musulmans de l'état d'Arakan fuient alors vers le Bengale, qui est l'actuel Bangladesh. La royauté britannique et la East India Company, l'entreprise coloniale anglaise, va envoyer un de ses diplomates, Hiram Cox, pour gérer la crise des réfugiés, des migrants, et ainsi exploiter davantage la misère. Et comme un héritage historique, Hiram Cox laissera son nom pour la ville de Cox's Bazar. Son objectif à Hiram Cox lorsqu'il vient ici, c'est donc de gérer la crise des migrants, d'exploiter les réfugiés et ainsi de générer des richesses à partir du travail de ces personnes-là, dans l'agriculture et dans le commerce, puisque à ce moment-là, on est à l'époque des colonies, et les colonies servent donc de base de transformation, de récolte des matières premières, pour alimenter l'économie des nations coloniales. En 1824, les Britanniques décident d'envahir la Birmanie et d'en faire une province britannique, en s'étendant donc de l'Inde vers la Birmanie, et en même temps d'y installer donc tous les Rohingyas qui étaient réfugiés au Bengale, dans l'état d'Arakan, afin de faire grandir encore leur industrie et de pouvoir développer cette industrie coloniale florissante. En 1942, le Japon envahit la Birmanie. Et là, dans ce conflit, les Birmans apportent leur soutien au Japon et les Rohingyas vont apporter leur soutien aux Britanniques. La Grande-Bretagne leur promettait l'indépendance en cas de victoire et de leur donner l'état d'Arakan comme une zone musulmane nationale. En 1945, les Britanniques gagnent la guerre avec l'aide des Rohingyas. Mais les Britanniques ne tiendront pas leur promesse d'un état musulman accordé aux Rohingyas. En 1948, c'est l'indépendance de la Birmanie. Les autorités birmanes déclarent alors les Rohingyas comme des migrants vivant dans l'illégalité sur leur terre. Les tensions montent d'un cran entre le gouvernement et les Rohingyas, et le gouvernement impose des restrictions sévères de mouvements Rohingyas et leur interdit même de s'installer dans leur état natal de l'état d'Arakan. C'est le départ des persécutions et des migrations pour le peuple Rohingya. Les musulmans Rohingyas sont retirés des postes gouvernementaux et sont remplacés par des travailleurs bouddhistes. Décidés à répondre à ces injustices, une insurrection Rohingya voit le jour en 1950, mais le gouvernement birman mettra vite un terme à ce mouvement revendicatif. À partir de cette date, les Rohingyas seront pris dans une enclume entre le Bangladesh et la Birmanie, qui les rejettent mutuellement. En 1962, la Birmanie devient une dictature militaire avec l'arrivée au pouvoir du général Ne Win. Les persécutions contre les Rohingyas passent alors encore à un niveau supérieur. Et en 1977,
La situation s'empire avec l'opération Dragon King. Elle aboutira au viol et à de fortes violences et de meurtres contre les Rohingyas. 200 000 Rohingyas vont alors fuir vers le Bangladesh. En 1982, l'État birman déclare une nouvelle règle de citoyenneté visant à préserver l'appartenance à une national race. Autrement dit, toute personne s'étant installée en Birmanie après le règne britannique sera considérée comme illégale. De facto, tous les Rohingyas ont vu leur nationalité annulée, les voilà apatrides. Pour récupérer leur nationalité, les Rohingyas devraient prouver qu'ils vivaient dans l'état d'Arakan depuis 1824. Mais c'est impossible pour les Rohingyas de prouver cette chose, puisque les années de guerre et les multiples déplacements ont détruit toute trace administrative de cette existence. En 1991, les persécutions et les exils vers le Bangladesh continuent. 250 000 Rohingyas s'exilent vers le Bangladesh pour fuir les abus de la junte birmane. À la fin des années 90, 230 000 Rohingyas sont renvoyés par le Bangladesh vers la Birmanie suite à un accord de rapatriement. Mais en 2011, avec l'élection de Aung San Suu Kyi, qui renversera le pouvoir militaire en place pour une soi-disant gouvernance démocratique, la situation va encore s'empirer. En 2012, on a encore des persécutions et des exils. Et en 2014, le moine bouddhiste islamophobe Viratu alimente l'attention du peuple birman bouddhiste à l'encontre des musulmans, utilisant la peur et la haine pour déchaîner les violences, qualifiant les musulmans de chiens enragés, ou bien faisant miroiter une invasion musulmane de la part des musulmans qui font bien trop d'enfants et qui risqueraient de remplacer le peuple bouddhiste. En 2016, on a encore des persécutions et des exils des Rohingyas vers le Bangladesh. Entre 2012 et 2016, des dizaines de milliers de Rohingyas ont dû fuir les violences. Mais en 2017, c'est le véritable drame. On voit une escalade des persécutions avec plus de 742 000 Rohingyas qui fuient vers le Bangladesh pour rejoindre les camps de réfugiés. Les témoignages sont atroces, les femmes sont violées, des enfants brûlés vifs, les hommes démembrés devant leur famille. C'est un véritable nettoyage ethnique. Les chiffres estimés sont effrayants. On évoque 24 000 Rohingyas tués, 18 000 femmes et enfants violés et 36 000 brûlés vifs. En 2018, l'ONU parle enfin d'un risque de génocide, alors qu'il y a bel et bien un génocide déjà qui est en cours depuis 2017. L'ONU impose alors à la Birmanie de stopper les violences et ordonne la protection des Rohingyas. Mais Aung San Suu Kyi nie catégoriquement un acte de génocide, mais parle de simple violence intracommunautaire. Le Bangladesh est depuis plusieurs années la première destination d'exil des Rohingyas. Et depuis 2017 et l'escalade des violences, le Bangladesh a vu le nombre de réfugiés doubler. Selon les chiffres annoncés, il y a plus d'1 million de Rohingyas réfugiés, dont la majorité sont des femmes et des enfants. الأيتام تصوروا يا شيخنا معظمهم ليس لهم سكن يلجؤون إليه ليس لهم أي أراضي أي تجارة أي شيء يكتسبون من خلاله يعني الرزق والأكل اليومي فهم محرومون من كل شيء. الأيتام حتى إني أستغرب من يوم لآخر هذه الدولة بنغلاديش لم تحصل فيها محاربة جدال قتال مع أي دولة أخرى حتى يموت عدد كبير كده من رجال فيكون أبناؤهم وأطفالهم يتامى. ما فيش حرب، ما فيش قتال، ما فيش أي شيء. لماذا كثرة هؤلاء اليتامى؟ فوضعت في الاستمارة استمارة قبول اليتامى سبب وفاة الأب. فرأيت والله أكثر شيء يعني حتى أسباب تافهة جدا. أصابته الحمى ولم يستطع أن يراجع الطبيب. إلا في بعض الأحيان يعني ذهبوا لصيد الأسماك في البحر وغرقت السفينة إما غرق، ولكن أكثر الشيء هي أمراض بسيطة جدا لم يستطيعوا أن يعالجوا أنفسهم. الحين بإمكانك أن تمر على ولد وبنت كذلك وتسأل عن سبب آبائهم، فمعظم يعني 99% يقول لك مرض كذا مرض كذا مرض كذا وهي أمراض. أنا أقصد من هذا أنهم من ناحية محرومون من الأب ومن ناحية أخرى فقير بمعنى الكلمة لا يملكون أي شيء. والله العظيم أي يتيم قصة مريرة إذا أنت أمعنت النظر وسمعتها بآذانك الصاغية
وبقلوب واعية يعني تعي كل ما يقول، والله العظيم لا تقدر إلا أن تبكي. مأساة كل واحد، كل طالب، كل بنت تختلف عن المأساة الأخرى، مأساة ومأساة. فإذا قمنا بكفالتهم في هذا المركز أو أي مركز آخر ووجدوا هذه الرعاية الكاملة من جميع الجوانب، كأنهم والله تحولوا من عالم إلى عالم آخر. On s'est rendu compte que le sourire des orphelins était la chose qui répondait au cœur et qui était la plus belle des choses. Et sur le plan islamique, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Moi et celui qui prend en charge un orphelin, nous serons comme ceci au Jannah ». Un hadith que les gens ne comprennent pas quand on leur dit, on peut leur dire plusieurs fois, on peut le citer, mais jamais en fait ils prennent conscience de la grandeur en fait de cette promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cette récompense immense, le Jannah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé. Ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghayrihi kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa qarana baynahuma. هذا كافل اليتيم يتشرف بدخول الجنة وبمرافقة النبي طبعا في وسط الجنة. هذا من جانب فضل عظيم. ثم من خلال تجربتي أقول إن تربية الأيتام واليتامى مهم جدا، وهذه التربية تأتي بثمارها ونتائجها العظيمة في أقرب وقت وفي أقرب فرصة. فكم من أولاد وأطفال نحن نقبلهم للدراسة في الجامعة إلا أنهم يذهبون إلى بيوتهم وإلى أسرهم، ونرى ونلاحظ عليهم أثر الغنى وأثر عطف الأب وحنان الأم تجعلهم يتخلفون عن الدراسة، لا يهتمون بها. وبالعكس نرى الأيتام إقبال لهم إقبالا شديدا على الدراسة، حيث إنهم محرومون عن عطف الآباء، وكذلك الأم لا يعني هن يعانين من فقر، يعانين من الحرمان، فلا تستطيع أي أم لتعطي عن الحظ الأكبر من حنانها لأمها، فالأولاد وهم محرومون في نفس الوقت من عطف الأب وشفقته ومن حنان الأم، ولا يجد لقمة العيش، حتى أي لقمة، ما أقول يعني لقمة جيدة، لقمة العيش لا يجدها في وقتها، فتجد في الشارع وهم يتجولون، إما يشحتون شحاتين، فإذا رأيتهم تراهم يعني كأنهم بسبب جوعهم، بسبب حرمانهم عن لقمة العيش يعني يموتون غدا أو بعد الغد. حتى الأيتام الذين قبلناهم ويدرسون لدينا في أول وهلة لما يأتون في أول يوم، والله إذا نظرنا إلى أجسامهم نرى عظامهم، خاصة هذا العظام فوق الصدر يعني تحت الحلقوم، العظام بادية، والضلع الأجسام العظام تستطيع أن تعد واحد واحد. In some cases,
Donc c'est un markaz qui a été fondé par Sheikh Salah al-Islam. أنا ولدت في دولة أراكان. أراكان الآن هي صارت منطقة كبيرة لدولة بورما الشيوعية. أنا رجل حقير بائس، خرجت من بورما أراكان وانتقلت من بنغلاديش إلى الهند ثم وصلت إلى باكستان. ما كان أحد يعرفني، وليس هناك كان رجل صاحب شهامة صاحب الشأن، ما كنت أعرف أحد. فسافرت إلى السعودية. والله بمجرد أن خرجت من الطائرة يعني من المطار وجدت واحد يعني كأنه والله ماذا أقول يا شيخ، هذا يعني كرم الله وفضله يا شيخنا. واحد يسألني تريد جامعة الإمام؟ كلام بهذا الشكل. يعني من بداية أراكان كل هذه والله العظيم أنا رأيت الله كيف يكرم عباده، كيف رحمة الله يعني يشمل عباده برحمته. أردت وأنا في السعودية لابد من قيام وضع نصاب وضع منهج دراسي لجامعتنا. كل درس أدرس، كل كتاب أقرأ، وكل محاضرة أسمعها، هذا الذي يجعلني أن أحترق احتراقا. وكانت العزيمة تدفعني إلى الأمام، أن أتشاور مع العلماء، أن أتقابل مع المدراء، مع كذا. آنذاك كان تدير الجامعة عبد الله عبد المحسن التركي. ذهبت إليه والوكيل كان يمنعني، فقلت له أنا ذهبت من بلد أتيت من بلد بعيد ولا بد أن أقابله. والله خاصمته، كأني خاصمته مخاصمة شديدة حتى تمكنت من المقابلة، وأنا في أول سنة من الكلية. والله أنا ما أعرف أدب الكلام، أدب المقابلة. كانت رغبتي شديدة وعزيمتي قوية جعلتني أن أتكلم معه. شكرت له، ثم شكرت لقبولي أنا في الجامعة، ثم قلت له أنا أعرف الدراسة في بورما، في بنغلاديش، في الهند، في باكستان. تجولت كل هذه الدول للدراسة، إلا أني والحمد لله أقنعت بما لديكم وجعلني أن آخذ هذه المقررات لتطبيقها هناك. كم تريد؟ الشيخ يعني أبحث عنك وعن مثلك من الطلبة. والله شجعني كده تشجيعا عظيما، فكتب لي هذا الطالب يستحق للتعاون للمساعدة ولتزويده بمجموعة من المقررات. لقد عملت سنة كاملة في الندوة، ثم 14 عاما في مؤسسة الحرمين الخيرية، ورأيتهم يهتمون كثيرا بكفالة الأيتام. Donc c'est un markaz qui a été fondé par Sheikh Salah al-Islam il y a plusieurs années de cela. Une structure qui a été construite par une association qui s'appelait Haramain, et Sheikh Salah al-Islam était le consultant de cette association saoudienne. Donc c'est pour ceci que nous avons une magnifique mosquée, une très grande mosquée, et un certain nombre d'internats et de classes se trouvant ici. Un endroit où nous avons une grande partie des orphelins que nous parrainons se trouvant ici, des orphelins Rohingyas à grande partie, puisque sur les grands élèves nous sommes à 95%, et sur les plus petits il y a environ 80% qui proviennent ou des camps de réfugiés Rohingyas ou à la frontière birmane du côté de Teknaf, c'est la pointe sud du Bangladesh, ou des Rohingyas qui étaient déjà présents. Évidemment, la cause des orphelins est une cause qui touche et qui va motiver plus d'une personne à se lancer dans l'humanitaire. Ceci étant, quand on parle d'un projet de prise en charge des orphelins,
Il faut savoir qu'il y a deux manières de concevoir ce projet-là. Alors, la première manière de concevoir un projet de prise en charge des orphelins va se faire via un projet propre à l'association. C'est-à-dire que l'association va s'occuper de tout, du début jusqu'à la fin, si on peut dire, c'est-à-dire jusqu'à l'exécution et la prise en charge des orphelins, qui n'a pas de limite dans le temps. Le deuxième cas de figure, c'est un projet en partenariat, où l'association intervient dans un périmètre défini en tant que partenaire. Alors, dans le premier cas, dans le cas d'un projet propre, c'est-à-dire un projet qui est porté en totale autonomie par une association, il va falloir se projeter sur un certain nombre de responsabilités, d'engagement et une lourde gestion, puisque un projet propre va passer déjà par la conceptualisation du projet. Combien d'enfants, où est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on va, quel cursus pédagogique on va proposer aux enfants. Donc il y a toute cette conceptualisation qu'il va falloir réfléchir. Deuxièmement, il va y avoir la construction ou l'achat des murs qui vont être à la charge de l'association. Est-ce qu'on fait construire un nouveau bâtiment ou est-ce qu'on va acheter des murs déjà existants pour pouvoir concrétiser notre projet? Le troisième élément, ça va être toute la partie recrutement du staff, les employés nécessaires au fonctionnement de l'orphelinat. Donc les éducateurs, les enseignants, les équipes de cuisine, les équipes de nettoyage, les équipes de soins, les équipes médicales si nécessaire, ou au moins les frais médicaux. Donc tout ça va être à prévoir par l'association qui décide de porter un projet de façon autonome. Il va y avoir également après le management du centre. Donc là, on va avoir tout le suivi pédagogique des enfants, le suivi psychologique des enfants, puisqu'on parle d'orphelins, donc forcément avec éventuellement des troubles psychologiques à surveiller, des suivis des employés, des professeurs, des employés de cuisine, des employés de ménage, et le maintien des infrastructures. Vérifier que le bâtiment est en bon état, qu'il est bien entretenu, qu'il n'y a pas de problématique de sécurité. Donc tout ça va aussi être à la charge de l'association. Donc on le voit, le fait de vouloir porter son projet soi-même avec son propre orphelinat qui serait construit ou acheté, et d'être en gestion dessus de façon autonome, va impliquer une plus lourde gestion, un engagement à long terme et une plus grosse responsabilité. Donc nous concrètement, on collecte des amana, des dons en France, auprès de personnes qui sont soucieuses de l'avenir des orphelins et de la condition des orphelins dans le monde. On ne pensait pas avoir la capacité de pouvoir construire nous-mêmes, de gérer nous-mêmes et d'être uniquement ici. On a plutôt pensé à soutenir, à apporter un apport financier, à apporter une aide même psychologique ou même que ça s'appelle des ressources humaines pour pouvoir automatiser un petit peu le Malkez et pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir enseigner à tous ces orphelins-là et pour pouvoir faire de sorte que la prise en charge se fasse de la meilleure des façons. La deuxième manière de concevoir un projet de prise en charge des orphelins, c'est dans un cadre de partenariat. Donc là, une association va se placer comme un bailleur ou une source de financement en partenariat avec une structure qui existe déjà. Donc toute la partie gestion du centre, management, suivi, contrôle des infrastructures, est faite par la structure propriétaire et fondatrice de l'orphelinat. Et l'association va s'occuper d'aller chercher des financements nécessaires à la prise en charge des orphelins. Donc là, l'enjeu dans ce cadre-là, par contre, c'est vraiment le bon choix du partenaire. Et il faut choisir son partenaire de manière très rigoureuse et ne pas hésiter donc à faire des recherches poussées pour s'assurer qu'il s'agit là d'un partenaire, premièrement, de confiance, mais deuxièmement, d'un partenaire compétent, qui va être en mesure d'assurer toute cette responsabilité, de respecter la amana et de respecter ces enfants-là et de donner ce dont ils ont besoin. L'association aura alors un rôle de financeur et de relation avec les donateurs. C'est très important, dans ce cadre-là de partenariat, de s'assurer qu'on s'engage avec les bons partenaires. Une fois qu'on est engagé dans un projet comme ça, et qu'on a des donateurs qui sont des parrains, c'est très difficile de faire marche arrière. Et un certain nombre d'associations se sont trouvées dans une situation où ils ont engagé des parrainages et se sont rendus compte que le partenaire n'était pas sérieux. Dans ce cas-là, ils sont face à un dilemme envers leurs donateurs puisque c'est toute leur confiance, le capital confiance et tout leur sérieux qui est mis en question. Par rapport à ce sujet-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on s'approche d'un établissement, d'une structure, pour pouvoir prendre en charge des orphelins, nous faisons une enquête. Ce n'est pas les personnes qui viennent vers nous, c'est nous qui allons vers eux et on fait une enquête. Voilà. On pose des questions, on regarde les réponses instantanées
On regarde que s'appelle le passé, la réputation. Est-ce que la réputation le devance? On regarde la façon de travailler. On ne pensait pas avoir la capacité de pouvoir construire nous-mêmes, de gérer nous-mêmes et d'être uniquement ici. On a plutôt pensé à soutenir, à apporter un apport financier, à apporter une aide même psychologique ou même que s'appelle des ressources humaines pour pouvoir automatiser un petit peu le Markez et pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir enseigner à tous ces orphelins-là et pour pouvoir faire de sorte que la prise en charge se fasse de la meilleure des façons. Donc ce choix-là va se faire évidemment sur quelle vision est-ce qu'on veut donner à son association. Est-ce qu'on décide de se concentrer sur un centre et qu'on veut vraiment, entre guillemets, mettre le paquet pour avoir un centre qui fournisse un accueil optimal des orphelins et qu'on veut vraiment être en gestion et avoir une liberté, une indépendance dans la gestion du centre à 100%. Dans ce cas-là, effectivement, le fait d'avoir son propre centre autorise cette liberté et ce contrôle. Dans le cas d'un partenariat, c'est vrai que la partie indépendance va être minimisée puisque la structure est déjà en gestion par des équipes et qu'on intervient en tant que bailleur, en tant que partenaire. Et du coup, on aura peut-être moins son mot à dire sur tel ou tel aspect du cursus pédagogique ou de l'infrastructure. Donc la première des choses, c'est que quand on rentre dans un pays, on consulte les savants, parce que les savants sont la lumière de l'islam. La deuxième des choses, c'est eux qui connaissent les besoins. Ils connaissent les politiques qui se trouvent ici, ils connaissent la façon d'éduquer, les méthodologies. Ils connaissent tout ça. Donc nous, on ne va pas arriver à être orgueilleux ou se dire on est capable de faire pareil ou mieux. Non, non, on n'est pas dans ça. Donc ce qu'on fait, c'est que simplement on apporte le besoin, on répond aux besoins qu'ils ont. Donc c'est la collecte de fonds. Et ensuite, le Markez, donc Cheikh Salah avec les équipes et puis l'administration et puis tous les professeurs, s'efforce tant bien que mal de monter le niveau de l'établissement. Donc ça nous allège considérablement puisque si par exemple concrètement si on prenait la gestion d'un établissement comme ça, on ferait que ça. On ferait que ça et même on ne sait pas si on pourrait y arriver en fait. فكل هذه الأمور جعلتني أن أقوم بوضع منهج دراسي تربوي دعوي شامل لتطبيقه في طبعا يعني حلمي أنا العمل في بنغلاديش لصالح الروهنجية طبعا. فلما فكرنا كيف نطبق في العملية والله رأينا هذه مهمة عظيمة تقوم بها الدولة، بحاجة إلى الدولة نحن. الكتب وإعداد المدرسين وإعداد الدعاة وتربيتهم على العقيدة الصافية النقية، توفير الكتب، توفير ذلك المكان للتربية، هذا مو مهمة رجل. ثم إن الدراسة عندنا شهر، عندنا اختبار في آخر الفصل لابد منه، وفي نفس الوقت نهاية كل شهر عندنا اختبار. نصرف اللي يتفوق والذين ينجحون بنجاح باهر يعني بدرجات امتياز نصرف لهم المكافأة. حقيقة يا شيخنا نجد الأيتام هم المتفوقون دائما، والذين يعملون كمدرسين هناك أكثرهم من الذين تربوا عندنا وهم أيتام. البشر بشر. كثير من الطلبة نستطيع أن نقول 20% يعني يطلعون هم كأنهم أغبياء، يبذلون قصارى جهودهم، لا يستطيعون أن يستوعبوا ما يدرسون، ما يستطيعون أن يحفظوا، ما يستطيعون النجاح بمثل ما ينجح يعني زملاؤهم. حقيقة نفكر لهم كثيرا أين يذهبون؟ ما دام مؤهلاتهم العلمية لا تؤهلهم للعمل لا في أي مدرسة أهلية ولا في أي معمل حكومي أو في أي مكان آخر، فأين يذهبون؟ فنحن دائما نتشاور. فبعض الإخوة
يشيرون علي أن نفتح لهم مثلا يعني ورشة لتنظيف السيارات أو حدادة، يعني يعملون سكاكين أو شيء وكذا، نفتح لهم هذا الشيء. أو سباكة مثلا، إذا أردنا أن نسبك نقوم بسباكة المسجد، نحن نأتي بأناس من الخارج. فإذا علمنا الأطفال أولادنا وهم لا يصلحون للتدريس، لا يصلحون للعمل في مكتب حكومي أو في البنوك أو في يعني جامعة أو في مكان آخر، فنحن نستطيع أن نشغلهم في مثل هذه الأعمال. إلا أن هذا العمل يا شيخنا يعني حقيقة، يعني طبيعة العمل، طبيعة تربية الأيتام يعني تتطلب منا هذا الشيء. يعني هم يمرون بالدراسة، ولكن بعد أن يأخذوا الشيء الكثير من عقيدتهم من العبادة أمور هذا، بعد أن يعرفوا هذا الشيء يعني ينتقلون إلى معهد مهني. عندنا مثلا بناء المساجد، حفر الآبار، فلو استطعنا أن نعمل يعني ندربهم وهم يشتغلون بهذا الشيء. حتى هو شجعني كثيرا أن أشتري الأراضي ويكون هناك معهد مهني، هذا منقسم إلى قسمين، قسم للبنات طبعا يتامى وقسم للأيتام، كل واحد يعني يكتسب أو يدرب على المهنة ما يناسب. يعني إذا استطعنا هذا العمل نحن نكون يعني كفلنا هؤلاء وربيناهم، واستطعنا من إعداد مسلمين مواطنين لهذه الدولة يقومون لأرزاقهم يعني بعمل أيديهم وبجهودهم. ما أحد يعني بعد ذلك يمد يده إلى الخارج، أنا كنت أيتام، ما ليس لي أب، أنا بحاجة إلى كذا. Small in my bed. Then my mother says, "Hello, it is time of us to go." Donc c'est là où il faut faire extrêmement attention, c'est que là on porte des vies. Donc on a des enfants, pour la plupart, qui viennent des camps de réfugiés Rohingyas et d'autres endroits, qui sont dans des situations de grande pauvreté, des fois dans des endroits de famine. Donc en fait, on prend la décision de les amener ici pour leur donner un avenir meilleur, et on porte sur nous en fait leur vie. Concrètement, vraiment, on porte leur vie sur nous. Donc c'est pour ça que quand par exemple on prend la décision de prendre en charge des orphelins, ou par exemple de prendre un certain nombre d'orphelins en charge, c'est toujours réfléchi, c'est toujours on se presse pas, on fait attention, on prend le temps d'évaluer les choses, on prend le temps de faire une bonne préparation au préalable, et de façon à ce que ça se passe du mieux possible, parce que je ne vous cache pas qu'il y a un certain nombre de nuits où on n'arrive pas à dormir, parce qu'on se dit voilà, là on a rencontré un problème, on va y répondre, Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de répondre, d'apporter une solution. Mais toujours est-il qu'il y a le souci. On a des enfants qui nous font confiance, on a le shir, ou par exemple l'encadrement d'un orphelinat qui nous attend. Donc une chose qui est très importante, comme souvent c'est cité, la connaissance précède l'action. Donc ça c'est très important. En fait, le fait d'avoir pris cette connaissance de l'orphelin, et même de façon générale du point de vue de notre responsabilité pour la Oumma, ça nous permet en fait d'avoir déjà une bonne intention, et aussi de ne pas prendre les choses à la légère. Si on prend par exemple des orphelins en charge 3 mois ou 4 mois, et qu'après après ça, il y a une sorte de lassitude, et puis en fait on se dit voilà, on va arrêter le parrainage parce que peut-être j'ai mieux à faire avec cet argent-là, ou une chose comme ça, ça c'est une prise en compte qui est à la légère, qui est d'une gravité immense, parce que comme je le disais encore, il y a des vies derrière ça. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'en fait c'est l'union de la force des musulmans, même dans la prise en charge d'orphelins, qui fait qu'on arrive à monter le niveau, on arrive à encourager les autres, on arrive à montrer aussi des visuels en fait, qui
comment dire, qui donne de la joie et qui donne du sourire. Et on se dit, subhanallah, tout ça c'est possible? Oui, bien sûr c'est possible. Si on est unis, si on est ensemble. بعد أن ندخلهم ونوفر لهم هذا السكن ويجدون الرعاية الكاملة من عندنا، يعني كل شيء في وقته المحدد، من لباس ومن سكن ومن طعام ومن غسل في وقته ومن تنظيف شعره ومن علاجه إذا أصابه مرض، ثم وقت اللعب لعب، وقت الدراسة دراسة، فإنه في شهر ينقلب تماما جسديا صحيا حتى ذهنيا وعقليا ومقبلا على التعليم. ومن اللطائف جاءت لدينا الأمهات وقابلنا بأطفالهن، والله كاد ألا يعرفن بناتهن أطفالهم. يعني أنا قبل شهر أنا أتيت بها، الآن يعني هي جمالها رشاقتها بهاؤها ثم صحة جسدها، يعني أعجبت بها مرة، بل إني متحيرة في أمرها، يعني كيف تغيرت إلى هذا الشكل. Here in this place, it's a smaller place, like 1.3 million people. 1.3 million people, yes, 3 million Rohingyas are living here. Everyone who has come here, who has fled the persecution in Myanmar and took shelter here, everyone had big land out in Myanmar. It's a smaller place. No one wants to live here because it's you know, you can see like you cannot live like this. You know, a human being cannot live like this. It's not possible. But it is being possible because they are like bounded to do it, right? They are forced to do it due to the persecution that happened in Myanmar. الروهنجية بفعل حكومة، طبعا حكومة بورما ميانمار حاليا، وبتدبيرهم ساد الجهل وساد الغباوة بين الشعب، فالشعب كان مصيرهم مجهول، ما يعرفون أي شيء حتى من تاريخهم، ضاعت لغتهم، ضاعت ثقافتهم، فكانت المنطقة مليئة بقيم إسلامية وبعادات إسلامية، بلباسها وزيها والمقدسات الإسلامية من مساجد مدارس ومقبرة للمسلمين، حتى أسماء الأحياء حي قرى وهي إسلامية، أسماء الناس الرجال والنساء أسماء إسلامية، كل الآثار إسلامية، إلا تمكنت الحكومة من تغييرها تغييرا جذريا. الحين أراكان تعني أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو أركان الصلوات، هي اسم إسلام. فجاء حكومة غير اسمها، وحتى كلفته تكلفة عظيمة في ذلك. الكتب تتحدث والمقررات تتحدث عن أراكان، ولكن هم جعلوه ريكاين. الحين ما يسمى، الحين أراكان لو بحثنا في كتب بورما يعني منذ يعني 40 سنة أو 50 سنة لا نوجد. We have 5 sisters and 2 brothers. Among them, 1 sister born in Arakan and 2 brothers and 4 sisters born in Bangladesh. Bangladesh, Rohingya camp. They stay in Kutupalong camp. 3 sisters married, stay in Kutupalong camp. Married in the camp.
No. Whenever a persecution starts and it takes place, when they come here, they have trust issues with the Myanmar government. So they cannot go, right? Because even if you go there, there is safety issue. You don't know when another massacre will start. So that is why they are scared to death. So that is why they do not go. A little percent, like I think less than 1%, they go. They try to settle new things, but most of the time they cannot. Because of the army. And I think you might have known, or you might know, there are also camps inside Myanmar as well. Yes, which are run by United Nations and other organizations as well. Even in this camp, who are living out there, they cannot go outside of the camp. الآن اللاجئون في المخيمات يتمنون للعودة إلى هناك. هم هناك في حصار، محبوسون، لا يستطيعون الخروج لا للأسواق ولا للدكاكين ولا للأطباء ولا لأي شيء ولا لزيارة إخوانهم. يقول لا بد من البقاء، لا بد من البقاء. كم من أناس والله لم يستطيعوا أن يراجعوا الأطباء، أن يأخذوا العلاج أو أن يأخذوا الأدوية. জি অজ্ঞা হুজুরের মাধ্যমে ফিনি এরকম হয় ভর্তি গাড়িয়া কিন্তু জন্মস্থানত লাগে অনেক কষ্টের মাধ্যমে অজ্ঞা হুজুরের মাধ্যমে জন্মস্থান সব হুজুরের হয়ে ভর্তি I admitted when madrasa my old is 7 years. আলহামদুলিল্লাহ মার্কাজের মাঝে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বেসিক শিক্ষা শিখিবেজি যেন কম্পিউটার সেলাই মেশিন. But when now Alhamdulillah she has finished the high school like this, she have not possible to the exam. Why? Because she have no ID card, nothing, not a birth certificate like this. One of the Rohingya people, if come Bangladesh, they have no ID card, they cannot go work outside, they have not possible to make a study, they have not a good life. According to the laws, they do not have the right to work outside of the camp. They can work, but inside the camp, like they can participate into making shelter house. Okay. Right? Okay. And if you are talking about the wage, like salary, then it's not the same. The Rohingya camp, she have bounding that like the jail. In here is open everything. She feeling good, that's why only for this. She feeling good actually. Normally she feeling good. বেশি আনন্দবোধ করি ভাজি একখানে লিখা দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাঝে আই নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত করি ভাজি দিন শিক্ষা শিখি ভাজি এবং শিক্ষিত হই ভাজি. From here I completed Alim in this madrasa with distinction. Alim means is class 12 like this. So my dream is admitted international Islamic universities at Chattogram. I জিম মার্কাজত তো শিক্ষি আদর্শ মানুষ হই আই জিন শিক্ষি ফাইন্ড শিক্ষিত মানুষ আদর্শ শিক্ষি কইতেছে. তো বালা এরা ফায়ার শান্তি হই পারে না আর মানে আর দেখতে মানে বিচার কান দিতে বিচার দিল না আর দেখতে থাকা এমনি তুমি বিচার আর গুজরান দেখতে ইন ইতারা হুকুমত হতা না আর কেমন বিশ্বাস জমি তার দিন লাগি চিন্তা কানি হত কাল দেবা জমি আনি চিন্তা রাখতে চিন্তা আর মরাবতার দলবতার হত কাল দেখো. It's their mother country. So whenever I ask them what is your future, like I always got the reply, of course we want to go there because we have ponds, we have rivers, we have lands out there, we had big farm out there. And there are lots of people who were really educated but had to come here. So this is the thing. À ce jour, la situation des Rohingyas est très délicate. Les Rohingyas sont comme coincés entre le marteau et l'enclume, puisqu'ils sont soit réfugiés dans les camps de Rohingyas au Bangladesh, devant accepter des conditions de vie extrêmement difficiles, sans aucun droit ni perspective d'avenir, soit faire le choix de vivre enfermés à ciel ouvert dans les camps à l'intérieur de l'état d'Arakan en Birmanie, sous la menace d'une nouvelle vague de violence et de persécution. Toutes ces ONG qui chaque jour portent assistance aux Rohingyas voient s'ouvrir devant elles une nouvelle perspective d'action, puisque la cause des Rohingyas doit être portée à un autre niveau.
La crise des Rohingyas implique plusieurs domaines nécessitant une intervention humanitaire urgente. Déjà d'un point de vue diplomatique, les Rohingyas sont un peuple sans nation, leur statut d'apatride les prive d'une citoyenneté qui pourrait leur offrir des droits et une protection. Ensuite, les conditions de vie dans les camps de réfugiés provoquent un grand nombre de problématiques humanitaires dans différents domaines. La santé mentale pour commencer. Les traumatismes subis par les populations Rohingyas ont forcément laissé des traces psychologiques graves et on ne sort pas indemne de voir sa fille ou sa femme violée, son père frappé à mort, voire démembré, ou encore de voir sa vie partir en fumée et tout ce qu'on possède avec, nous obligeant à fuir dans la précipitation. Nous pouvons encore évoquer les conditions extrêmement difficiles et dangereuses de leur exil vers les camps au Bangladesh. Traversés de la mer dans des embarcations de fortune surchargées, de nombreux cas de noyade ont été rapportés par les organisations humanitaires chargées de les réceptionner au Bangladesh. Sans nul doute, ces expériences de vie ont laissé des traumatismes qui exigent une prise en charge psychologique qui n'est pas assurée dans les camps aujourd'hui. Sur le plan de la santé physique, les conditions de vie dans les camps sont extrêmement difficiles et représentent de véritables nids d'infections. La surpopulation, les problématiques d'hygiène font apparaître diverses infections. Les infections respiratoires sont courantes, les diarrhées qui provoquent les déshydratations contribuent à l'affaiblissement du système immunitaire des populations. Dans les camps de réfugiés, on est également face à une problématique alimentaire importante. Les aides alimentaires fournies par les ONG ne suffisent pas à couvrir les besoins nutritionnels des individus. Cette carence laissera sans aucun doute des séquelles à long terme sur la santé physique des Rohingyas. On est également face à des problématiques liées à l'eau et à l'assainissement, déjà le manque d'eau potable, mais aussi et surtout les épidémies liées à la contamination de l'eau, telles que les épidémies de choléra, d'hépatite ou de typhoïde. Les problématiques de carence alimentaire ou cas de diarrhée aiguë liés à la consommation d'eau contaminée auront des conséquences graves sur le développement des nourrissons. Être exposé à la malnutrition dès le plus jeune âge provoquera des séquelles certaines sur le développement et les facultés mentales de l'enfant. Et enfin, les problématiques d'éducation, puisque dans les camps il y a un très mauvais système d'éducation, voire quasi inexistant. Comment alors se projeter dans la reconstruction d'une nation sans avoir été éduqué? C'est un centre d'apprentissage pour apprendre la langue anglaise. Donc là, c'est des adultes ici. Donc c'est financé par une grosse organisation. Et voilà, ça c'est le type d'école qu'on peut trouver ici dans les camps de réfugiés Rohingyas. القضية ليست الآن بين المسلمين في أراكان وبين حكومة ميانمار، بل إن القضية الآن قضية صارت دولية. There should be something, an agreement, a solid agreement, and the world leaders, they need to united, they need to be united to send them to their motherland. بدأت الدول الكبرى تهتم بقضية الروهنجية، ولكن لما ليست لهم حكومة أو ليست لهم جماعة سياسية قوية، يعني لا يجد هذه القضية اهتماما كما كانت في حاجة، يعني اهتمام بسيط. مرة يعني طلعت قضية ونوقشت كده قليلا ثم تنسى. إن هذا الشعب قضيتهم لها جانبان، جانب مظلم وجانب والحمد لله مشرق. بدأ الشعب وعرف، بدأ الشعب يعرف قضيته ويهتم لها، والآن يتحدث مع السفراء هناك وهناك لمساعدتهم لحل القضية. فالحمد لله إقبال على الدراسة، يعني مسلمون، وخاصة على التعليم العصري، على التعليم الديني، وعدد كبير الآن في الجامعات، في جامعات بنغلاديشية، كذلك جامعات أخرى في ماليزيا، في إندونيسيا، في حتى تايلاند، وحتى في يابان، وحتى في بعض الإخوة مهتمين بها، هم دائما يتصلون. فنحن في حاجة إلى تقويض جماعة سياسية. الحين بعضهم من أستراليا،
وبعضهم من اليابان وبعضهم من ماليزيا وبعضهم من بورما وبعضهم في أوروبا، وهم في اتصال مع بعض، المتعلمون بدرجات عالية ينسقون أنفسهم لتكوين هذه الجماعة المطلوبة. فهم كل واحد بدوره في المكان الذي هو فيه، يعني يتحدث عن هذه القضية عبر حكومته، فيرفع القضية إلى حكومته، ومن هناك يعني ترفع القضية إلى محافل الدولية مثل الأمم المتحدة. كان في السابق قضية هذه حتى اللي كان يقوم بها يقوم وهم لا يخرجون من بنغلاديش، لا يخرجون من قرية محددة. الآن صارت الفكرة منتشرة في العالم، في كل دولة هناك أناس من يتحدث عن هذه القضية. يعني القضية في تحسن وتقدمت إلى الأمام إلى حد كبير. صارت الحكومة لا تستطيع أن تنكر أن وجودهم لم يكن وجود الروهنجية في هذا المكان، لم يكن موجودا في زمن من الأزمان، بل إن هذا الاهتمام أثبت وبرهن أن وجودهم كان هناك من زمن، من قديم الزمن، وأن لهم هذا التاريخ، وأن البوذيين لهم اضطهادات ولهم معاملات سيئة يعني لأولئك المسلمين. Déjà 5 années se sont écoulées depuis le dernier exode massif des Rohingyas sous les persécutions de la junte birmane. Mais ce 22 juillet 2022, un événement revient mettre la cause des Rohingyas à la une. Ce retour à la lumière, on le doit à la Gambie, qui a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice le 11 novembre 2018. La Gambie se base sur un texte méconnu de 1948 pour envoyer la Birmanie sur le banc des accusés. Il s'agit de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'État africain accuse ainsi la Birmanie d'avoir violé cette convention en perpétrant un génocide organisé. En février 2022, le Myanmar contestait la capacité juridique de la Gambie à introduire l'affaire. Mais ce 22 juillet 2022, la Cour internationale de justice a rejeté les exceptions préliminaires d'incompétence que le Myanmar a tenté de faire valoir dans l'affaire, et la Cour internationale de justice a estimé être compétente pour juger la Birmanie accusée par la Gambie de génocide contre la minorité musulmane des Rohingyas.